Professeur Perron, est-ce que les médecins sont encore libres aujourd'hui? Et je vous laisse maintenant la tribune. Merci encore. Merci beaucoup, Virginie. Un grand merci à tous mes amis députés européens qui m'ont invité. Alors, c'est vrai que j'avais rencontré Christine à Malmö, en Suède. J'avais rencontré Yvan à Bruxelles. Donc, je connaissais déjà certains. J'ai admiré la remarquable interview de M. Ross avec la directrice adjointe de Pfizer et tous les autres. Donc, et puis, bien sûr, Orsolia, je l'avais rencontré avec Children Health Defense, le groupe que Robert Kennedy Jr. a créé pour défendre les enfants. Donc voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous faire cette présentation. Et juste un petit commentaire avant de faire ma présentation. Tout à l'heure, parce que c'était suite à ce que M. Ross disait sur les déclarations publiques, je tenais à signaler que le professeur Jean-François Delfrécy, qui était un collègue que j'ai connu quand il était interne en 1978, donc c'est il y a longtemps, qui était président du conseil scientifique nommé par Emmanuel Macron à l'Élysée pour diriger la politique du Covid. Finalement, Macron a décidé de supprimer ce comité et Jean-François Delfrécy a arrêté ses fonctions au mois de juillet dernier. Et en quittant le palais de l'Élysée, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Jean-François? Il a dit quand on regarde en arrière, finalement, tout ce qu'on a décidé, l'effet a été nul. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le complotiste Perron, c'est Jean-François Delfrécy. Deuxièmement, il a dit finalement, le candidat vaccin qu'on a choisi n'était pas le bon parce qu'il n'a eu aucun effet sur la transmission du virus, ni pour protéger les malades. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Delfrécy qui était président du conseil scientifique. Troisièmement, il a dit on n'aurait pas dû comme ça attaquer la liberté des individus dans la population. Bravo. Et en dernier lieu, il a dit on aurait dû davantage écouter l'avis du peuple. Voilà. C'est ce qu'il a dit en partant, en quittant le conseil scientifique. C'était le président du conseil scientifique qui a décidé les confinements, d'empêcher les traitements médicaux et d'imposer la vaccination. Voilà, je voulais faire ce petit mot. Et puis aussi, avant de démarrer ma conférence, je voulais dire, parce que vous avez cité Bill Gates tout à l'heure, qu'avec une avocate et quelques médecins, ou non pas médecins, mais des personnes influentes en France, nous avons attaqué Bill Gates devant un tribunal en France, à Paris, pour ses... Parce qu'il est venu, il a été invité gentiment en France il y a quelques semaines. Il a déclaré sur France 2, qui est une grande chaîne nationale de télévision, il a dit tout et son contraire à 24 heures d'intervalle, avec des constats d'huissiers qui ont montré que voilà, ça ne collait pas. Donc voilà, alors, normalement, je devais être au tribunal près de Paris pour... Bill Gates ne vient pas en personne, il est représenté par des avocats. Mais bon, je voulais juste faire ce petit clin d'œil pour dire que, bon, même si on est puissant, on a le droit d'être attaqué aussi. Voilà. Maintenant, je vais commencer ma conférence. Donc, pour les diapos, c'est vous qui faites. Vous passez la suivante, s'il vous plaît. Alors, le Covid-19, c'est vrai que c'est une épidémie. Il n'y a pas de doute, le virus existe, mais c'est une fausse tragédie. Alors, l'épidémie s'est étendue dans le monde, mais dès le début, alors c'est un petit peu technique, c'est la seule fois, je dirais, des trucs techniques dans cette conférence. Il y a la différence entre la létalité et la mortalité. La létalité, c'est le ratio entre le nombre de décès et le nombre de cas. Et alors, au début, c'était facile de mesurer le nombre de cas, parce qu'il n'y avait pas de test PCR. Vous savez, les tests diagnostiques qui ont été inventés, où ils commençaient à exister, mais ils n'étaient utilisés qu'à l'hôpital pour confirmer des cas qui avaient déjà été diagnostiqués par un médecin, cliniquement, avec une confirmation radiologique ou avec un scanner du poumon. Donc, on était sûr à peu près du nombre de cas à l'époque.
C'était la belle époque en 2020, à la première vague. Donc on avait une estimation du nombre de cas qui était assez précise. Donc on pouvait mesurer une létalité. Et dès le départ, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle était très basse. Et puis après, à l'été 2020, alors c'était vrai en France, c'était vrai dans beaucoup de pays, tous les gouvernements ont fait la promotion de tests diagnostiques PCR. Alors PCR, c'est Polymerase Chain Reaction, la réaction de polymérisation en chaîne, c'est l'amplification génique qui a été inventée par un Américain en Californie, qui est malheureusement mort peu de temps avant l'épidémie de Covid. Et lui, de son vivant, il avait toujours dit « Ne faites jamais le test PCR à des gens en bonne santé en dépistage de masse, parce qu'il y a forcément un pourcentage de faux positifs. Donc le test ne doit être fait que pour confirmer une suspicion diagnostique sur des signes cliniques ou radiologiques. » Et pourtant, dans tous les pays, on a dit si votre voisin est éternué, il faut faire un test PCR, sinon vous ne pouvez pas aller travailler, etc. Et du jour au lendemain, le nombre de soi-disant cas n'était plus fiable, parce que ça ne reposait plus sur des symptômes cliniques, ça reposait sur des résultats de tests dont beaucoup étaient faussement positifs. Donc on pouvait peu mesurer le nombre fiable de cas et on ne pouvait plus mesurer la létalité, qui est pourtant dans une épidémie le meilleur marqueur épidémiologique. Et ça, les épidémiologistes affiliés au gouvernement ne vous ont jamais parlé de ça. Donc on a pu mesurer que la mortalité, qui est le ratio entre le nombre de décès et le nombre d'habitants, donc ça on peut toujours le faire, mais on voit que même la mortalité est restée très basse, malgré tous les efforts des autorités dans tous les pays pour, moi je l'ai vu dans mon hôpital ou partout, quelqu'un qui venait à l'hôpital pour autre chose et qui était malade, déjà son séjour hospitalier était codé séjour Covid, donc ça rapportait beaucoup d'argent à l'hôpital. Et si par malheur la personne mourait d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral ou d'autre chose, d'une embolie pulmonaire ou d'un cancer, on disait ah ben, si le test était positif, on disait il est mort du Covid. Et puis ce qui a été vraiment très rassurant dans toute cette évolution, puis ça fait maintenant presque 3 ans que ça dure, un peu moins, mais c'est que les variants du virus ont toujours été de moins en moins virulents. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire depuis la première vague, parce qu'à l'été 2020, tous les médias disaient attention, il y a un variant, à l'époque c'était le variant espagnol qui allait ravager l'Europe. Même en France, ils avaient inventé le variant alsacien, le variant breton. Après, tous les 3 mois, nous sortait un nouveau variant qui allait être terrible. Mais moi, je connais les épidémies, je connais les virus à ce qu'on appelle l'ARN, l'acide ribonucléique. C'est des virus, quand ils sont tout nouveaux, qui viennent d'un animal ou d'un laboratoire, qui viennent sur la population humaine. Au début, il peut y avoir des morts, surtout chez les gens fragiles, on l'a vu. Mais on sait que quand le virus s'adapte à la population humaine et vice-versa, le virus devient toujours de moins en moins virulent. C'est comme ça depuis des siècles. Donc, quand à la télé, on vous dit, parce que là encore, à la télé française, le jour, attention, la 8e vague, il y a un nouveau virus terrible qui arrive. Bon, il faut arrêter, ça fait 2 ans qu'ils nous racontent ça, et c'est des bêtises. La suivante. Diapositive suivante. Alors, en fait, certes, il y a eu une pandémie, si on veut, mais ça a surtout été une épidémie médiatique et financière. D'abord, une pandémie de peur. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que cette pandémie a décimé uniquement les pays riches, alors qu'il y avait les plus beaux systèmes de santé, les plus beaux hôpitaux, qu'il y avait toutes les finances. Et les pays pauvres ont été épargnés. Depuis le début, on sait que les traitements précoces ont fait la preuve de leur efficacité malgré les manipulations des publications scientifiques. La plupart des décès auraient pu être évités, donc ce n'était pas vraiment une maladie si grave que ça. D'autre part, vu le tout petit pourcentage de décès au vu du nombre de cas, un vaccin était totalement inutile. Donc pourquoi on nous a gavés à dire on va sauver la planète en faisant un vaccin qui en plus on va voir n'est pas un vaccin? Et en plus, normalement, on n'aurait jamais dû donner une autorisation de mise sur le marché, de commercialisation d'un produit appelé vaccin, s'il y avait un traitement efficace qui existait déjà. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé l'hydroxychloroquine puis l'ivermectine, parce que s'ils avaient reconnu que ça marchait, ils ne pouvaient pas commercialiser leur vaccin vers les autorisations par les agences officielles.
Il faut savoir qu'en France, le professeur Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé avant Olivier Véran, je crois que c'était au mois de janvier ou février 2020, donc l'épidémie n'était même pas arrivée en France, que déjà l'hydroxychloroquine, depuis des décennies, était en vente libre, chez le pharmacien sans ordonnance. Et d'un seul coup, il fallait obligatoirement une prescription avant même que l'épidémie arrive en France. Bon, je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions. En plus, les obligations vaccinales sont totalement illégales, puisqu'on est toujours en phase expérimentale, même si c'est pour certains vaccins, ça va bientôt arriver à son terme. Et quand notre ministre de la Santé a dit l'année dernière c'est faux, les vaccins sont parfaitement éprouvés. Déjà, ils ont sauté l'expérimentation animale. Parce qu'il y a eu quelques essais chez les rongeurs, ils sont tous morts. Ils ont dit ben non, finalement, on n'a pas besoin d'expérimentation chez les souris ou les rats, on passe directement à l'homme. L'homme est comme un meilleur cobaye que les rongeurs. Et surtout, on a développé en quelques mois des vaccins. Donc, normalement, c'est totalement... Alors, que des gens qu'on informe en disant voilà, on a un nouveau produit expérimental, est-ce que vous voulez bien essayer? S'ils sont d'accord, bon, après tout, pourquoi pas. Mais là, qu'on l'impose par obligation dans beaucoup de pays, c'est totalement illégal. C'est contre tous les traités nationaux, internationaux, c'est contre le code de Nuremberg. Donc ces gens-là, un jour, devront rendre compte de crimes contre l'humanité, parce que c'est ce statut qui peut être opposé face à ce genre d'agression contre la population. Donc c'est une pandémie de corruption, ça on l'a vu largement, et surtout une pandémie de conseils simultanés privés exercés à prix d'or sur beaucoup de gouvernements. Par exemple, il y en a plusieurs, mais il y a notamment McKinsey qui est connu. Le Sénat français a quand même fait il y a quelques mois un rapport officiel pour attaquer le gouvernement qu'a donné, Emmanuel Macron a donné plus d'1 milliard d'euros au cabinet de conseil. Finalement, pour des avis que n'importe quel fonctionnaire dans le ministère aurait pu donner. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que le même jour, en Australie, au Canada, en Belgique, en Pologne, en Argentine, les mêmes décisions étaient prises par les gouvernements. Ça veut dire qu'il y avait une coordination mondiale qui était totalement organisée par des cabinets privés qui ont gagné énormément d'argent. Et ce qui était le plus surprenant, c'est que les pays mauvais élèves, souvent des pays pauvres, qui ne pouvaient pas se payer des vaccins, qui avaient l'habitude d'une médecine traditionnelle, de phytothérapie, de médecine avec les plantes, ou d'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine depuis des années, qui n'ont pas suivi les règles. Mais quand on regarde avec le recul, on voit qu'ils ont eu des bien meilleurs résultats que les pays riches. Donc la preuve, elle est là. Il n'y a pas besoin de chercher, de faire des études randomisées. La suivante. Diapositive. Alors voilà. Alors, il y en a qui ont dit, mais Perron, il dit n'importe quoi, c'est un charlatan. Je veux juste rappeler que durant 15 ans, j'étais président de plusieurs commissions officielles sur les maladies transmissibles, que j'ai fait des rapports, pas tout seul, mais avec mes collègues, des recommandations publiques pour les autorités françaises, comme ça a été dit les dernières années au sein du Haut Conseil de la santé publique. Et j'ai géré beaucoup de crises sanitaires, d'épidémies avec des gouvernements de droite, de gauche pendant 15 ans. J'ai présidé des groupes de travail à l'Agence du médicament. J'étais président du Collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales. J'étais président pendant plusieurs années du groupe officiel d'experts français sur la vaccination. Et au niveau international, l'OMS m'avait recruté comme membre, puis vice-président du groupe ETAGE. ETAGE, c'est le groupe d'experts européens pour l'expertise en vaccination à l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe. Alors c'est la grande Europe de l'OMS qui est beaucoup plus large que l'Union européenne puisqu'elle va jusqu'à Vladivostok, elle inclut la Russie, tous les ex-républiques de l'URSS en Asie centrale, la Turquie et Israël. Donc c'était la grande Europe. Donc pendant plusieurs années, j'étais vice-président de ce groupe. Et maintenant, du jour au lendemain, je suis un charlatan. Bon, pourquoi pas? Diapositive suivante. Alors maintenant, ma petite version, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit, comme vous savez, il y a l'épidémiologie pour les nuls, ou comment gérer une épidémie pour éviter une pandémie. La première chose, c'est d'isoler les cas suspects confirmés.
et uniquement quand ils ont des symptômes, qui toussent, qui crachent, et si possible à domicile. Or, on n'a pas fait ça, on a isolé toute la population qui était en bonne santé. Bon, déjà, là, on se dit, les gars, ils vont pas très bien dans leur tête. Après, moi, j'étais un fervent défenseur du port du masque, parce que quand on m'a accusé d'être anti-masque, je rappelle que quand j'étais jeune assistant dans les hôpitaux à Paris, qu'il y avait les épidémies de tuberculose multirésistante qui démarraient à l'occasion de l'épidémie de sida. À l'époque, les tuberculeux, dans tous les hôpitaux de France, des États-Unis, ils se promenaient, alors même s'ils étaient contagieux dans les chambres des malades, dans les ascenseurs, ils allaient à la cafétéria, contaminer les autres malades en radio. Et nous, on avait demandé à ce qu'ils soient isolés dans leur chambre, qu'on mette des masques, tant qu'ils étaient contagieux. Donc moi, je suis un fervent défenseur du masque quand les gens ont des symptômes, qui toussent, qui crachent, quand on est dans la même pièce, que ce soit pour un soignant ou quelqu'un de la famille, c'est du bon sens. Mais après, recommander le port du masque en population générale chez des gens qui n'ont aucun symptôme, ça, c'est de la débilité profonde. Il n'y a aucune étude. Et d'ailleurs, des études randomisées, notamment au Danemark, ont montré que ça ne servait à rien. Mais on nous menace encore de mettre des masques. Même récemment, en France, dans une école, on a obligé les enfants à remettre des masques parce qu'il y avait quelques cas dans la région. Bon, les solutions hydroalcooliques ou lavage des mains, c'est le bon sens. Et puis, en cas d'hospitalisation, l'isolement doit être strict, mais court. Il n'y a pas besoin d'isoler pendant des semaines. Et puis surtout, quand on gère une épidémie, s'il y a un traitement précoce, il faut l'utiliser, ce qui a été refusé. Donc finalement, on voit que le confinement universel qui a été instauré dans plein de pays pour les personnes en bonne santé était totalement inutile. Alors, la Suède a montré que ça ne marchait pas. Si la Suède avait recommandé les traitements précoces comme l'hydroxychloroquine, elle aurait été championne du monde. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le gouvernement suédois n'était pas en faveur du traitement, mais moi je dois reconnaître que sur l'aspect liberté, absence de confinement, absence de masque, la Suède avait totalement raison. Elle l'a montré parce que ça a permis l'immunité de groupe. Alors, ensuite, bon, si on m'avait demandé mon avis, je dirais qu'il y a des plans d'action nationaux et internationaux qui existent. En France, on avait déjà écrit des kilos de pages de plans. Personne ne les a regardés. Il faut suivre les principes de base selon la médecine factuelle, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, et surtout impliquer les professionnels de première ligne. Alors, je peux parler pour la France, mais je pense que c'était pareil dans d'autres pays. Les médecins généralistes, on leur a dit, bon, vous occupez pas de ça, c'est trop compliqué pour vous, laissez les malades se dégrader à la maison, ils appelleront le numéro d'urgence, et quand ils suffoquent, ils appellent pour aller en réanimation. C'était les recommandations officielles en France. On a écarté les infirmiers, les pharmaciens, les travailleurs sociaux. C'était une grave erreur. Ensuite, vous savez, on nous a dit, parce que les gens commençaient à dire en Chine où il y a des bonnes expériences avec l'hydroxychloroquine, nos experts sur les plateaux de télévision, les politiciens, y compris les ministres, le président Macron lui-même a dit non, non, non. Il faut faire des études scientifiques randomisées, tirage au sort contre placebo pendant des semaines et des mois pour voir si la décision qu'on va prendre va être la bonne. À l'époque, il y avait des milliers de morts tous les jours dans plein de pays. Alors moi, j'ai regardé, parce que j'ai travaillé à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. J'ai failli écrire un article à l'époque là-dessus sur ces documents de l'OMS. Je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais peut-être dû. Et il y avait des documents de l'OMS qui dataient de plusieurs années qui disaient quand il y a une situation de crise sanitaire, ce n'est pas l'heure de faire des études scientifiques sur le long terme, c'est l'heure d'agir. S'il y a des médicaments, il y a des présomptions qui marchent et qui ne sont pas toxiques, on y va et on évalue en marchant. Bon, parce que vous savez, Emmanuel Macron, son groupe s'appelle En Marche. Donc il aurait dû se souvenir du nom de son groupe politique parce qu'il aurait dû évaluer en marchant. Mais là, il n'a pas réfléchi. Il a pas... Voilà. Donc le confinement, l'usage des masques en extérieur, tout ça, c'était totalement inutile. Les médicaments, sans données préliminaires. Et normalement, pour les vaccins, il faut 10 ans de recherche expérimentale puis clinique pour développer un nouveau vaccin. Là, en quelques mois, il sortait du chapeau. Et on a appris après que déjà les fabricants de vaccins avaient commandé aux fabricants des petits flacons en verre. Même avant le début de la pandémie, ils avaient déjà commandé pour des milliards de flacons. Donc, et puis, ils avaient quasiment fait les brevets avant que la pandémie soit là. Et surtout,
quand on est à une position de décideur dans la gestion d'une épidémie, j'étais dans cette position, on regarde ce qui a marché dans les épidémies précédentes, à la fois dans son pays, dans le monde, et là, personne n'a rien fait. La suivante. Alors, ensuite, dans un second temps, si une expansion mondiale, ce qui a été le cas, la première chose, c'est de comparer les stratégies utilisées dans différents pays. Par exemple, l'efficacité, pour citer l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, etc., ou l'absence d'efficacité, la toxicité de nouveaux médicaments ou de vaccins. Or, ça n'a pas été du tout fait, ni par les autorités, ni par les médias, parce qu'il suffisait de regarder sur Internet la mortalité dans tous les pays. Il y a des sites qui comparent au jour le jour tous les cas et la mortalité dans tous les pays. On voyait très bien que les pays qui utilisaient massivement les traitements précoces, ils avaient l'épidémie s'éteignait, il n'y avait pas beaucoup de morts, alors que les pays qui ont vacciné massivement, l'épidémie continuait massivement et il y avait beaucoup de morts. Il n'y a pas besoin d'une étude randomisée, il suffisait de regarder. Par exemple, un très bon exemple, c'était l'Inde ou le Vietnam. Le Vietnam, c'est des dizaines de millions d'habitants. La première année, ils avaient quelques dizaines de morts pour tout le Vietnam. Ils avaient très bien géré. Puis un jour, à l'époque, j'avais encore un compte Facebook officiel qui a été supprimé parce que le motif officiel de Facebook, c'était appel à la haine et à la violence. Est-ce que j'ai une tête à appeler à la haine et à la violence? C'est pas grave. Je leur pardonne. Et sur mon compte Facebook, il y a un Vietnamien qui me dit « Oh là là, je suis inquiet parce que notre ministre il revient du forum de Davos et il va imposer la vaccination. » Et après, j'avais un ami français qui vivait au Vietnam qui m'envoie des vidéos horribles de militaires qui encadrent les villageois pour les obliger à se vacciner. Et du jour au lendemain, l'épidémie est partie, il y a eu des morts. Après, heureusement, les Vietnamiens ont bien réagi, ils ont arrêté. C'était pareil en Inde. En Inde, la première année, ça se passait bien. Ils donnaient de l'hydroxychloroquine, des vitamines, etc., et des antibiotiques. Et puis, 3 États indiens, je crois que ce n'était pas plus de 3, sous influence occidentale, ont interdit l'ivermectine, ont obligé à la vaccination. Et d'un seul coup, l'épidémie a flambé uniquement dans ces 3 États. Et en plus, Emmanuel Macron, qui était très généreux, puisque le remdesivir, ce produit qui était un produit, je rappelle, qui était développé par l'industrie nucléaire, qui n'était pas du tout un produit anti-infectieux, c'était un produit mutagène qui avait été essayé pour voir si ça protégeait les gens qui avaient été irradiés. Bon, je ne sais pas ce qu'il faisait là dans la... Parce que, ah oui, j'ai appris ça. Je crois que c'est Martine Vonner que je vois ici qui nous l'a redit récemment. C'est que Didier Raoult, le professeur Raoult de Marseille, qui a participé au premier conseil scientifique à l'Élysée, parce qu'au début, on avait invité Raoult au conseil scientifique, il a dit que le président Macron était présent, ainsi que le PDG de Gilead, qui avait mis sur la table des boîtes de remdesivir en disant « Voilà le traitement miracle du Covid », alors que le remdesivir n'avait encore jamais été testé dans le Covid chez l'homme. C'est fort, hein, quand même. Donc... c'est incroyable qu'il y ait toute cette manipulation on nous a imposé des nouveaux traitements qui n'étaient pas évalués pour décrédibiliser les traitements qui marchaient bien. Alors, on a vu que les meilleures stratégies n'étaient pas toujours les plus chères. Et là, je dois rendre hommage à Robert Kennedy Jr., parce que quand j'ai été contacté par Children's Health Defense pour écrire la préface de sa traduction en français, il y a des passages qui m'ont impressionné parce que, vous savez, ce monsieur qui s'appelle Anthony Fauci, qui vient de démissionner, qui était le directeur de la branche maladies infectieuses du NIH, qui est l'équivalent de National Institute for Health, qui est l'institut de recherche aux États-Unis. On montre que depuis le début, l'histoire du sida, tout ça, il a toujours bloqué tout ce qui n'était pas cher pour... faire la promotion de tous les médicaments très chers, brevetés de l'industrie pharmaceutique, même si ça n'avait pas été bien évalué. Bon. Et puis mettre en place des stratégies gagnantes. La suivante. Alors ensuite, comment gérer la crise? Il faut s'appuyer sur une expertise indépendante, sur les institutions, les experts, vérifier les conflits d'intérêts. Alors là, ça n'a pas été fait du tout. Moi, je peux vous dire, j'ai présidé pendant 15 ans les plus hautes instances en France pour prendre des décisions en santé publique. C'est moi qui ai écrit avec des collègues la charte, la procédure de gestion des conflits d'intérêts. Moi, quand j'étais président pendant 15 ans, d'abord, une fois par an, les experts déclaraient leurs conflits.
Mais à chaque réunion, je dis qui a un conflit d'intérêt avec un sujet qui est à l'ordre du jour. Et si quelqu'un avait un conflit d'intérêt majeur, il pouvait donner son point de vue, mais après, il devait sortir de la salle. Il ne participait pas à la décision finale, il ne votait pas, et c'était écrit dans le compte-rendu public. J'ai toujours fait respecter ça. Moi, c'est 15 ans de président sans avoir aucun scandale après moi. Il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il peut se vanter de ça. Mais ça, j'ai fait respecter ça de façon scrupuleuse. Et alors, moi, j'ai attaqué avec des avocats et des collègues au Conseil d'État, parce que maintenant, les avis du Haut Conseil de la santé publique, que pourtant j'ai présidé, il n'y a aucune déclaration de conflit d'intérêt, il n'y a même pas de vote. Les gens qui prennent les décisions, la moitié des membres qui sont marqués sur l'avis, ils ne sont pas des membres du Haut Conseil de la santé publique, on ne sait pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire qu'on est dans une illégalité la plus totale, mais le Conseil d'État, qui est comme la Cour suprême, dit non, non, tout va bien, c'est pas comme d'habitude, mais il y a urgence, quoi. En plus, les procédures d'urgence, elles existent. On peut parfaitement gérer dans l'urgence, dans les règles. Et les contrevenants devraient être exclus et poursuivis, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui m'a frappé dans cette crise, c'est que le président Macron, toutes les 5 minutes, crée un nouveau conseil. Alors, il y a le conseil de défense, parce qu'on est en guerre depuis 3 ans. Bon, maintenant, il y a la guerre en Ukraine, c'est encore autre chose, mais avant, il y avait la guerre contre le virus. Donc, c'est-à-dire qu'il a supprimé quasiment, pas officiellement, mais les pouvoirs du Parlement. Tout se fait en catimini. On ne sait même pas les membres du Conseil de défense. Toutes les décisions sont secrètes pour 80 ans ou plus. Donc voilà, tout est pris en secret. Et puis il y a un conseil scientifique dont je parlais du professeur Jean-François Delfraissy qui était président. Maintenant, ils l'ont remplacé par un nouveau conseil présidé par une autre professeure que je connais bien, Brigitte Autran. Alors c'est drôle parce que Jean-François Delfraissy quitte le premier conseil qui est dissous par Macron en disant notre vaccin, ça n'a pas marché du tout, on s'est planté. Et puis 15 jours après, la nouvelle présidente, Brigitte Autran, qui prend la tête du nouveau conseil, dit « Ah, le vaccin, il est génial. Malheureusement, les Français sont terribles, ils ne sont pas assez vaccinés, il faut vacciner tout le monde et tous les enfants. » Alors je dis « Cherchez l'erreur. » Je ne sais pas, moi. Alors, en fait, comme avec le recul, l'expertise existe déjà dans toutes les institutions officielles. Il n'y a pas besoin de créer d'autres commissions. Il suffit de vérifier leur indépendance, notamment vis-à-vis de Big Pharma. Il faut s'appuyer sur des méthodes habituelles déjà expérimentées. Ce n'est pas le moment de faire des essais. Et si on manque de données, on peut avoir le droit à ce qu'on appelle la stratégie essai-erreur et appliquer les centres de recherche majeurs. La suivante. Donc, normalement, les institutions qui élaborent des décisions devraient être expérimentées en routine. On ne peut pas demander à un groupe d'experts qui n'a jamais été au feu, au front, de prendre des décisions dans l'urgence. C'est ce qui s'est passé, parce qu'on a fait des comités de gens néophytes qui n'avaient aucune expérience. On leur a dit, c'est vous qui décidez. En fait, on a décidé pour eux, mais on a fait semblant qu'ils décidaient. Mais ça n'a aucun sens. Qui devaient expérimenter dans la gestion de crise précédente des institutions fonctionnelles, indépendantes, transparentes, qui rendent leurs avis publics. Là, on a vu beaucoup d'institutions, ce n'était pas du tout public, et non corrompues. Bon, je passe. La justice doit aussi être indépendante, ce qui n'est pas toujours garanti, au niveau à la fois national et européen. Et surtout, le plus choquant, c'était l'exemption de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui disent maintenant, les laboratoires pharmaceutiques, vous pouvez empoisonner la population, vous n'avez aucune responsabilité. Alors, ça avait commencé aux États-Unis il y a déjà plus de 10 ans, parce que moi, quand j'étais dans les instances officielles, même internationales, sur le vaccin, il y avait déjà des lois qui étaient passées aux États-Unis pour protéger l'industrie pharmaceutique, notamment sur les vaccins. Mais ce n'était pas encore arrivé en Europe. Maintenant, ça y est. Officiellement, le laboratoire n'est pas du tout... Il peut empocher des milliards de bénéfices, mais il n'est pas responsable s'il y a des problèmes. Et puis la responsabilité institutionnelle des sociétés savantes, des agences. Moi j'étais effaré quand j'ai vu, par exemple, sur le Remdesivir. C'est le Remdesivir, la première étude randomisée faite par Anthony Fauci aux États-Unis. Le critère principal d'évaluation, c'était la mortalité. Ils avaient fait ça, je crois que c'était contre placebo.
puis au bout de quelques semaines, ils se sont aperçus que ça n'avait aucun impact sur la mortalité. Alors ils se sont dit, ben, zut, c'est pas sympa. Et Fauci, il a changé les critères en cours de route. Bon, la mortalité, on s'en moque, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la durée d'hospitalisation. Et puis là, ils ont dit, ah ouais, ça réduit de 2 jours la durée d'hospitalisation. En fait, après d'autres études, on montrait que ça réduisait rien du tout. Mais du coup, sur cette étude, ça réduisait un petit peu la durée d'hospitalisation sans aucun impact sur la mortalité. En 15 jours, ils ont eu l'autorisation de commercialisation à la FDA, c'est-à-dire l'Agence du médicament américaine, puis après l'Agence du médicament européenne, l'Agence du médicament française et dans tous les pays. Et là, j'étais très choqué de voir comment toutes ces agences pouvaient être sous une telle influence qui n'est pas normale. Alors, un petit mot pour mon pays, parce que Cocorico, comme on dit en France, en 2001, la médecine française est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la meilleure du monde sur des critères médicaux, de mortalité, de prise en charge sociaux. Donc, on était très fiers d'être français. Alors, après, je ne vous raconte pas la suivante. La suivante. Alors là, moi, je suis Emmanuel Macron, ou même ceux avant, Sarkozy, tout ça. Comment détruire la meilleure médecine du monde? C'est très facile. Sur la pratique médicale, l'enseignement, la recherche. Et il suffit de demander de payer de bons cabinets de conseil et puis de couper les financements, pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour les hôpitaux, pour les soignants et pour la médecine. La suivante. Alors, tout d'abord, il y a eu le numerus clausus. Alors, je ne sais pas si ce mot est compris dans toute l'Europe, c'est du latin, mais en France, c'est la limitation du nombre d'étudiants en médecine. Parce qu'il y a eu des grands fonctionnaires qui sortaient des grandes écoles, c'était déjà il y a 20 ans, qui ont dit, c'est très simple, s'il y a trop de dépenses de santé, c'est à cause des médecins, parce que c'est les médecins qui prescrivent. Donc, si on veut réduire les dépenses de santé, il faut réduire le nombre de médecins. C'est clair, c'est logique. Hein, voilà. Donc, tous les pays sont engouffrés là-dedans. Aujourd'hui, on a des spécialités médicales en voie de disparition. En France, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Les pédiatres sont en voie de disparition, les psychiatres en voie de disparition, les ophtalmologistes, les urgentistes. C'est terrible. Alors, je pense que c'est pareil dans d'autres pays. Et puis les médecins qui restent, ils sont démoralisés, ils sont épuisés. Et pour certaines spécialités, moi je le sais, dans certaines zones rurales en France, il faut attendre plusieurs mois, il faut 6 mois pour voir un ophtalmologiste ou un psychiatre, parce qu'il n'y a plus de médecins dans la région. Donc ça, bravo les autorités françaises. La suivante. Alors, la mise à mort progressive de l'hôpital public, c'est un autre outil très utile. D'abord, on a supprimé le pouvoir des médecins. Ça, je l'ai vécu quand je suis arrivé comme chef de service, c'était en 1994. Le comité de pilotage de l'hôpital, il y avait la directrice et un de ses adjoints qui était le directeur des finances ou le directeur du personnel. Il y avait une dizaine de médecins. Quelques années plus tard, il y a 30 administratifs et 10 médecins qui sont aux ordres. On les écoute, mais on ne tient pas compte de leur avis. Et maintenant, il y a des lois en France sur la toute-puissance des directeurs d'hôpitaux, des administratifs, et on leur donne des fortes primes en plus de leur salaire s'ils font des économies, s'ils suppriment du personnel, etc. La suivante. Donc, bien sûr, il y a des hôpitaux publics. Alors, les hôpitaux privés se portent plutôt bien pour l'instant, mais les hôpitaux publics, les locaux sont dans un état effroyable dans certains endroits. On n'achète plus de matériel médical, il faut attendre très longtemps. Ils ont fermé massivement des lits. Ils ont supprimé des centaines de milliers d'emplois. Moi, j'ai vécu ça. J'étais presque 25 ans chef de service. Au début, il y avait du personnel partout. Il y avait même encore des jardiniers qui faisaient des beaux jardins. Bon, tout a été supprimé. Puis après, on a attaqué les soignants, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les psychologues. Tout ça était en voie de disparition. Moi, mon hôpital à Garches, c'est l'hôpital de référence du handicap qui est connu en France, en Europe et dans le monde. C'était une prise en charge d'excellence. À mon étage, rien que le département de médecine, quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de kinésithérapeutes pour une cinquantaine de lits. Quand je suis parti, il y avait 0 kinésithérapeute pour un hôpital de référence sur le handicap. Bon, voilà, donc c'est la suivante. Alors, moi, j'adore la novlangue, que je crois en anglais, on dit Newspeak. Alors,
quand j'allais dans les réunions avec la direction, on disait amélioration de l'efficience, ça veut dire le même travail doit être réalisé avec moins de personnel et moins de budget. Alors on dit, Monsieur Perron, il faut retourner à l'équilibre. Alors le retour à l'équilibre, c'est supprimer des moyens chaque année. Donc moi j'ai appris tout ce langage que vous avez peut-être appris aussi. La suivante. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent pour d'autres dépenses, parce que moi, même j'avais une secrétaire qui avait de l'humour, et alors qu'on supprimait tous les postes de médecins, d'infirmières, tous les 15 jours, on recevait un avis de la direction. Veuillez accueillir Monsieur X ou Madame Y, nouvelle responsable de gestion. Et elle avait fait un classeur pour mettre tous les CV de ces gens qui étaient... Et on a embauché dans les hôpitaux français des milliers de gestionnaires, de contrôleurs. Et aussi, j'adore les contrôleurs des contrôleurs, parce que c'est important. Je pense qu'Orwell, il serait très content de voir ça. Alors, en plus, j'étais très choqué. Hein. Une fois, j'avais bloqué, j'avais embêté mon directeur là-dessus. Des audits très onéreux réalisés par des cabinets privés. Vous savez, ces fameux cabinets privés dont on parlait tout à l'heure. Un hôpital public qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ne peut pas payer une infirmière, va payer des sommes astronomiques pour payer des cabinets privés pour dire qu'il faut fermer la chirurgie dans tel hôpital. On n'a pas besoin d'un cabinet privé pour nous dire ça. Et toujours pour recommander des regroupements, de nouvelles contraintes et des économies. Donc finalement, depuis quelques années, le but de l'hôpital n'est plus le soin. Et je crois que ça avait déjà commencé en France il y a une quinzaine d'années ou plus, mais c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a vraiment... il avait un slogan, Sarkozy, c'était « l'hôpital entreprise ». L'hôpital est là pour gagner de l'argent, pas pour soigner les gens. Et Sarkozy a commencé la mise à mort de l'hôpital public. Et l'hôpital public aujourd'hui est très très malade. La suivante. Alors, on aurait pu se dire, bon là, on avait la pandémie du siècle qui tuait tout le monde. Le gouvernement Macron dit on est en guerre, allez, on y va. Je pensais qu'il allait mettre des moyens sur l'hôpital qui est en train de mourir. Ben non. Alors, si le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit public, alors que la France avait moitié moins de lits de soins intensifs, de réanimation que l'Allemagne, par exemple. Et Olivier Véran, le ministre, annonce au moment de la première vague, on va doubler le nombre de lits de réanimation en France. En fait, ils ont continué de diminuer. Ils ont fermé des milliers de lits pendant la pandémie, en soi-disant qu'on ne pouvait pas gérer. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, je ne sais pas, mais pendant la première vague, au mois d'avril 2020, alors je cite l'exemple de Strasbourg parce que ça m'avait frappé. La télévision, tous les soirs, au journal de 20 h, montrait des hélicoptères qui partaient pour l'Allemagne, des TGV sur les trains rapides qui partaient pour Bordeaux, pour dire, parce que l'Alsace était très touchée au début de l'épidémie, la région est de la France va crouler, les hôpitaux ne sont pas capables de tenir, et sous les caméras, on montrait ces hélicoptères et ces trains. Et en fait, quand après on a pris du recul, on s'est aperçu que les hôpitaux privés avaient vidé des malades dans certains secteurs, avaient équipé des services entiers de réanimation de soins intensifs. On leur a interdit de prendre en charge les malades pour, à la télévision, montrer qu'on les exportait en Allemagne. Donc c'était de la manipulation. En plus, la suspension des milliers de soignants non vaccinés, alors que déjà on manquait d'infirmières. En France, c'est des milliers de médecins, d'infirmières. Alors, à l'hôpital, il y a beaucoup, et puis aussi en ville, des médecins généralistes qui ne voulaient pas se vacciner, des infirmières qui sont en train dont certains ont changé de travail. Hein. Alors, Macron dit, ben oui, bon, la caisse est vide, j'ai plus rien, j'ai plus de dollars ou d'euros dans les poches. Alors, c'est bizarre parce que notre cher Emmanuel Macron, il a donné 3 milliards d'euros aux médias mainstream. Et la première enveloppe, c'était 666 millions. Alors 666, pour ceux qui comprennent, ça veut dire quand même quelque chose. C'était à l'automne 2000, si je ne me trompe pas, ça devait être 2020. Et puis il a redonné une deuxième enveloppe en 2021, la troisième enveloppe pour les vœux à la presse en janvier dernier, où il a félicité les médias pro-gouvernementaux de combattre contre les fake news. Voilà, donc 3 milliards. Avec 3 milliards, on peut construire plusieurs hôpitaux, on peut payer des infirmières pendant des années. C'est complètement aberrant.
Ensuite, on a donné beaucoup d'argent pour les médicaments comme le remdesivir. Macron l'a offert aux Indiens après parce qu'on ne l'utilisait plus en France, il était trop toxique, pour les pseudo-vaccins qui sont avérés inefficaces et dangereux. On a financé par milliards des tests PCR trop sensibles qui étaient destinés à gonfler les chiffres de l'épidémie parce que finalement, à chaque vague, à chaque variant, il y avait de moins en moins de cas sévères parce que le virus était moins méchant. Mais alors, ça ne les arrangeait pas du tout. Il fallait faire peur à la population. La nouvelle vague va être terrible, vous allez tous mourir. Donc, ces tests PCR ont été beaucoup trop amplifiés pour faire des faux positifs. Donc, on a eu des épidémies de tests positifs, pas des épidémies de malades. Alors, il y avait le ministre de l'Éducation nationale qui s'occupe des écoles, qui était très fier de dire on a fermé des milliers de classes ou d'écoles en France parce qu'il y avait eu, peut-être il y a 3 enfants qui ont éternué dans une classe. Il y en a un qui avait un test positif, on en trouve un deuxième, un professeur, et du coup, on ferme toute l'école, on oblige les parents à garder les enfants à la maison, et le ministère dit, très heureux, dit regardez, il y a une épidémie terrible dans les écoles, alors que personne n'était malade. Et alors, en plus, c'est tout récent. Je crois que Virginie m'a dit le chiffre exact tout à l'heure, mais c'était 1,6 milliard. Voilà. Monsieur Macron, très généreux, il a plus d'argent, mais au nom de la France, il a donné 1,6 milliard d'euros à Monsieur Bill Gates, qui est un pauvre philanthrope un peu fauché. Voilà, la suivante. C'est Bill Gates peut-être qui appelle. This meeting number is not valid, or the meeting has not yet started. Il veut nous... Enter the meeting number followed by pound. La technique. Bonjour, Monsieur Gates. Et Monsieur Gates, il va se joindre à nous. C'est bon? Ce qui est terrible, c'est maintenant la pratique médicale est aux ordres et seul compte les recommandations officielles. Mais moi qui ai participé à des groupes pour élaborer des recommandations pendant des années, je sais qu'il y en a certaines qui sont de mauvaise qualité puisqu'on n'a pas de bonnes données. Il y en a qui ne sont pas basées sur les preuves. Il y en a qui sont réalisées par des experts incompétents ou corrompus, on l'a vu récemment. Et même les publications qui sont frauduleuses, qu'on a les plus grands journaux médicaux réputés, le New England Journal of Medicine, le Lancet. Alors, vous savez, dans mes livres, je m'étais battu pour l'histoire de la maladie de Lyme qui est due à une bactérie transmise par les tiques. Et j'avais déjà, dans mon livre sur la maladie de Lyme, il y a une version française, une version anglaise, j'avais déjà dénoncé que dans les journaux, des gens écrivaient des éditoriaux dans ces grands journaux médicaux pour dire que la maladie de Lyme chronique n'existait pas, tout ça pour protéger l'armée américaine et dire de ne pas parler de la maladie de Lyme. Bon. Alors, ce n'est pas le complotiste ou conspirationniste Perron qui dit ça, ce sont les rédacteurs en chef de ces journaux. Vous vous souvenez de la rédactrice en chef, j'ai oublié son nom, là, du New England, qui avait dit, il n'y a pas si longtemps, elle avait déjà dit avant, elle avait fait des éditoriaux dans des journaux grand public, elle l'a redit à l'occasion du Covid l'année dernière. Beaucoup d'articles dans mon ex-journal sont payés par l'industrie pharmaceutique, les données sont frauduleuses. Et même celui qui je ne comprends pas très bien, c'est Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est une revue très prestigieuse, a écrit tout un article, un pamphlet contre son journal il y a plusieurs années en disant « Mon journal est corrompu, la moitié des articles sont faux, j'ai honte que les étudiants en médecine dans le monde apprennent la médecine dans mon journal ». Je dis, il est bien ce gars-là et tout. Bon, je pensais qu'il était parti, qu'il avait démissionné. Et puis quand la crise du Covid est arrivée, j'ai regardé le Lancet, quand il y a le rédacteur en chef, Richard Horton, j'ai dit, ah tiens, il y a un problème, parce que c'est lui qui disait ça il y a plusieurs années, il est toujours là. C'est lui qui a cautionné ces études encore frauduleuses. Bon, je cherche à comprendre. Alors, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est l'expérience du médecin, la vie du malade ne compte plus. Ça, et surtout la suppression de la liberté d'expression des médecins et des universitaires, alors que dans la loi française, moi, professeur de médecine, j'ai une liberté de parole. Et récemment, je vous ai dit, le Conseil d'État a rendu un jugement pour dire qu'on n'avait plus de liberté de parole, qu'on devait suivre comme des petits chiens le gouvernement. Et la chasse aux sorcières des médecins résistants. Et je salue ici le docteur Stéphane Gaillet, parce qu'il est de Strasbourg, et qui a été suspendu.
Stéphane, qui est un grand médecin, qui a milité avec moi pour la reconnaissance de la maladie de Lyme, qui a suivi des milliers de patients, à la fois pour le Lyme et qui a sauvé des vies avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Il a d'abord été suspendu parce qu'il n'était pas vacciné et il a été radié de façon honteuse par le Conseil de l'Ordre des médecins récemment. Donc Stéphane, tu as tout mon soutien et mon admiration. Je pense que vous avez tous notre soutien, c'est partagé. Merci beaucoup d'être là. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, peut-être parmi vous. Ah ben oui. Voilà, bravo. Notre collègue du Luxembourg, le docteur Ox, le docteur Bain et le docteur, je ne sais plus son nom, mais je le reconnais. Il y en a Merci plus. d'être là. Merci, mais en tout cas, c'est. Oui, mais quelques. Et puis Martine, je crois aussi, tu as eu des ennuis avec Martine Vonner, qui était de Strasbourg, qui était députée et médecin psychiatre, et qui a aussi des soucis avec l'ordre des médecins. Donc voilà, je les salue tous, mais c'est un petit échantillon des centaines de médecins qui ont été persécutés en France, mais dans beaucoup de pays. Il faut vraiment leur rendre hommage, je crois, un peu les applaudir. Alors, moi-même, j'ai eu plusieurs rencontres dites confraternelles avec le Conseil de l'Ordre des médecins qui me reprochaient mes prises de position. Mais je suis passé le 13 septembre à la chambre disciplinaire. Donc la chambre disciplinaire, c'est tout de suite plus sérieux, du Conseil régional de l'Ordre des médecins de la région parisienne. Donc c'était le 13 septembre et j'attends toujours ma condamnation. Ils l'ont annoncé d'ici un mois. Bon, on a déjà passé le mois et avant la fin du mois. Bon, à la limite, ça m'indiffère maintenant parce que moi, j'ai rien à me reprocher sur ce que j'ai fait. Et voilà. C'est la suivante. On peut vous applaudir quand même. Alors, un autre point qui est important, c'est qu'il n'y a pas que l'exercice au quotidien de la médecine, c'est que je me suis rendu compte progressivement que l'enseignement de la médecine avait été mis sous tutelle de Big Pharma. Parce que maintenant, on enseigne aux étudiants que ce qu'ils appellent la lecture critique d'articles, c'est-à-dire que les étudiants ne doivent respecter que ce qui est publié dans les grands journaux, comme le Lancet, le New England Journal, avec des critères de lecture de ces journaux. L'expérience de leur patron, de leur maître, moi quand j'étais jeune, quand un patron il avait une expérience de 20 ans qui me disait voilà la bonne façon de faire, moi j'avais beaucoup de respect pour lui. Maintenant, si je dis à un petit jeune voilà mon expérience, il dit qu'est-ce que tu racontes toi, c'est pas publié dans le Lancet, donc ça n'existe pas. Donc on les a totalement formatés. On voit que ces journaux sont totalement financés par Big Pharma. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que tout ça avait été initié par Rockefeller dans les années 1920, puisqu'il avait fermé la moitié des facultés de médecine aux États-Unis, ou fait fermer, qui faisaient des médecines naturelles, des choses alternatives, qui n'allaient pas dans le sens de l'industrie chimique, source de beaucoup de profits. Et maintenant, on le voit, même ça infiltre le Parlement européen, c'est que on a interdit des médecines naturelles. Maintenant, il y a même des attaques contre la vitamine D, contre certaines plantes. L'artémisia est interdite en France, en Belgique. Des interdictions d'autres approches. Et dès que quelqu'un se revendique un peu de ces médecines naturelles alternatives, on le traite de charlatan. Moi, ce que je dis, c'est avant de dire que c'est des charlatans, évaluez-le. Faites une étude randomisée. Mais bien entendu, dans ces cas-là, ils refusent de donner des fonds. Moi, sur la maladie Lyme chronique, on m'a dit, tu dis n'importe quoi. Je dis, donnez-moi l'argent, je l'évalue. Très facile, j'ai écrit des protocoles. On m'a dit, non, on n'évalue pas une maladie imaginaire. Bon, ok. La suivante. Alors, comme j'ai dit, la médecine de ville, il n'y a pas qu'à l'hôpital. Les médecins en ville, les médecins libéraux souffrent beaucoup. Il y a une raréfaction des médecins qui sont surmenés, sous-payés. Du coup, ils ont très peu de temps avec chaque patient. Quelquefois, c'est 10 minutes ou un quart d'heure maximum. Et certains font la promotion d'examens ou d'actes complémentaires onéreux pour pouvoir survivre. Alors, j'ai adoré les solutions de nos dirigeants récemment. Il y en a une que je n'ai pas écrite, c'est qu'on a un nouveau ministre de la Santé qui s'appelle le docteur Braun. Je crois que c'est François Braun, qui est du Grand Est, qui est un urgentiste.
Et alors, en France, c'est la catastrophe. Avant, quelquefois, on attendait 3 heures aux urgences, ça pouvait arriver. Maintenant, il y a des hôpitaux universitaires dans des grandes villes, on attend 3 jours sur des brancards dans la couloir sans manger. Et les infirmières n'ont pas le temps de donner à manger aux patients, ni de les lever pour faire pipi. C'est terrible. Et alors, on lui dit, mais il n'y a plus de personnel dans les urgences, c'est dramatique. Il a dit, mais pas de problème, il y a une solution. S'il n'y a pas assez de personnel aux urgences, il suffit de les fermer la nuit. Bravo. Applaudissez le docteur Braun, ministre de la Santé français. Alors, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre, avait créé un corps de super infirmiers pour remplacer les médecins généralistes. Il n'a pas encore été vraiment mis en place, mais enfin, il existe dans les textes. J'ai découvert en France qu'il y avait des machines de consultation automatique dans les supermarchés. Donc, vous arrivez avec votre carte de crédit, votre carte de sécurité, d'assurance maladie, et vous êtes en contact avec un médecin via une machine. Et tout récemment, ça date d'il y a 2 semaines, le gouvernement français maintenant autorise les pharmaciens à faire des actes médicaux, pour l'instant simples. Bon, les pharmaciens, je vous rassure, ne font pas encore d'opération cardiaque, mais c'est quand même un peu dramatique que on officialise finalement la disparition progressive du corps médical. La suivante. Alors, l'invasion de l'informatique, ça a hurlé parce que, en plus, c'est une entrave grave au secret médical parce que maintenant, tout dans les hôpitaux est informatisé sur des bases de données soi-disant sécurisées. Mais ce n'est pas du tout sécurisé parce que n'importe quel médecin peut avoir accès. Alors, on vous dit, oui, mais le patient, il peut voir qui a regarder son dossier, mais qui va vraiment aller voir, contrôler, qui a regardé son dossier? J'ai l'exemple d'un professeur de médecine dans un grand hôpital universitaire français qui était hospitalisé, il était opéré pour un cancer. Il était en plus, je crois, doyen de sa faculté de médecine, donc connu dans sa faculté par les étudiants. Puis quand il est rentré chez lui, qu'il allait mieux, il a regardé sur son site, son site de données médicales, qui avait consulté son site, son dossier médical secret. Ben, c'était la moitié des étudiants en médecine de la faculté. Ça s'appelle le secret médical. Et en plus, notre cher Emmanuel Macron, vous savez qu'il a donné un accord avec des bases de données internationales. Alors, c'est peut-être pas nominatif à chaque fois, mais beaucoup de données, je pense que c'est en France, mais c'est vrai dans d'autres pays européens, des données médicales confidentielles sont livrées à des bases de données internationales. Donc maintenant, je vois que le médecin passe plus de temps avec son ordinateur qu'avec son malade. C'est ce que me disent tous les malades qui voient les médecins actuellement. Et puis les médecins n'ont plus de secrétaire, font tout le temps des tâches administratives. La suivante. Alors, une petite comparaison avec la maladie de Lyme pour voir la manipulation des données de santé publique. Parce que si l'évidence de la manipulation du Covid m'a sauté aux yeux dès la première semaine, c'est que j'avais déjà des années d'expérience de la maladie de Lyme chronique, dont l'agent responsable est Borrelia burgdorferi, qui est une bactérie transmise par les tiques, et qui a été modifiée par l'homme, tout comme le SARS-CoV-2, l'agent du Covid. Et si vous ne croyez pas, il y a un livre remarquable, Beaten, par Chris Newby, publié aux États-Unis, qui sont les archives militaires dévoilées du laboratoire de Willy Burgdorfer, parce que Willy Burgdorfer, qui a soi-disant découvert Borrelia burgdorferi, en fait, qui avait modifié les Borrelia, a eu des remords à la fin de sa carrière. Il savait que ses archives seraient détruites par les services américains. Il avait dit à Chris Newby, qu'il connaissait, voilà, j'ai caché mes archives dans un garage, voilà la clé. Et bon, alors c'est passé inaperçu. C'était, moi, j'avais suivi ça de près. C'était en juin 2019. Et en juillet 2019, la Chambre des représentants des États-Unis, au vu du livre avec toutes les preuves apportées, a voté une motion pour demander une enquête sur le Pentagone. Est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain à des bactéries de guerre, etc. Donc, je suis complotiste, mais c'est la Chambre des représentants qui l'a voté. Et puis, le Covid arrange tout le monde, parce que depuis qu'il y a le Covid, on ne parle plus de la maladie de Lyme. La suivante. Voilà, le livre, si vous voulez le lire, c'est en anglais, mais il est passionnant. C'est vraiment comme un roman policier. La suivante. Alors, juste un petit comparatif entre Lyme et Covid, c'est que dans la maladie de Lyme chronique, il ne fallait pas que la maladie existe, alors que dans le Covid, il fallait au contraire que la maladie soit gigantesque. Donc, on a fait le déni ou la promotion. Dans les 2 cas, les sérologies ont été volontairement faites très mauvaises, parce que dans la maladie de Lyme, je l'ai publié, d'ailleurs, je n'ai jamais été attaqué sur le fond, on a dit que je disais n'importe quoi. Les sérologies de maladie de Lyme ont été calibrées pour ne pas dépister plus de 5% des malades.
Sinon, ça ferait une épidémie trop grosse et ça se verrait. Et dans le Covid, on ne vous propose jamais de faire vraiment une sérologie où c'est marginal, parce que si on faisait des sérologies bien faites, fiables dans toute la population, on verrait que la plupart des gens, des anticorps, sont protégés. Même s'ils peuvent faire un nouveau variant un peu bénin, ils ont une immunité de fond, ils vont se défendre tout seuls, ils n'ont pas besoin du vaccin. Donc, faire des sérologies fiables, c'est une catastrophe pour Big Pharma et le vaccin. Et d'ailleurs, il y a un chercheur français, c'est un physicien, c'est pas un médecin, il s'appelle David Mendel, qui a publié à la fin 2020 un article très intéressant. Il a comparé tous les tests sérologiques pour montrer que la plupart étaient très mauvais. Alors moi, je l'avais contacté, j'avais fait une visioconférence avec lui. Ah, c'est super, votre résultat, on peut continuer à travailler ensemble. Il m'a dit non, j'ai eu tellement de menaces que j'ai peur, j'arrête. Voilà, comme par hasard. La suivante. Alors ensuite, la PCR. C'est marrant parce que dans la maladie de Lyme, les PCR sont interdites ou décriées. Il y a des éditoriaux tous les ans dans le Lancet, le New England Journal of Medicine, pour dire non, les PCR dans le Lyme, c'est n'importe quoi, c'est des faux positifs. Et puis dans le Covid, il faut faire des PCR à tout le monde, c'est toujours super positif. Et surtout, normalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit normalement de faire des PCR à des gens asymptomatiques. Mais en plus, là, dans tous les pays du monde, on a fait un nombre de cycles d'amplification beaucoup trop élevé. Alors, c'est un peu technique, mais on fait 40-45 cycles d'amplification qui fait qu'on amplifie du vent, on amplifie les particules qui ne sont pas infectieuses. C'est juste pour créer des chiffres et pas des cas. Donc, conséquence, maladie de Lyme, l'épidémie est largement sous-estimée. Et au contraire, dans l'autre cas, on a une très large épidémie de cas. Et on a pu, comme ça, gonfler, augmenter de façon tout à fait exagérée le nombre de cas et le nombre de décès. La suivante. Encore une petite comparaison entre les deux. Dans la maladie de Lyme, les traitements qui marchent sont interdits ou décriés. Et dans le Covid-19, c'est pareil, ils sont interdits ou décriés. Donc, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans le Lyme, c'est les antibiotiques, l'hydroxychloroquine, et aussi dans le Covid avec l'ivermectine aussi. Les traitements naturels à base de plantes, moi j'en connais plein qui marchent très bien dans les deux. Pareil, décriés. Alors, le résultat des courses, quand vous voyez un médecin officiel qui suit les recommandations, dans la maladie de Lyme chronique, on dit c'est dans votre tête, vous n'êtes pas malade et on les envoie en psychiatrie. Et puis dans le Covid-19, il y a comme un décret ministériel qui a recommandé aux médecins, surtout chez les personnes âgées dans les maisons de retraite, d'injecter une dose létale intraveineuse de Rivotril, le clonazepam, qui a été l'euthanasie finalement de beaucoup de malades. La suivante. Voilà, je terminerai pour citer mes livres, parce que j'en ai parlé. Donc, il y a, en français, sur la maladie de Lyme, la vérité sur la maladie de Lyme aux éditions d'Il Jacob, et la traduction anglaise qui s'appelle Crypto Infections, les infections cachées, donc aux éditions Hammersmith, où je parle un petit peu sur toute cette manipulation des données au sujet de la maladie de Lyme et d'autres infections inapparentes qui sont responsables de beaucoup de manifestations de maladies chroniques. La suivante. Alors, on a parlé de mes livres tout à l'heure. Donc, ça, c'est les deux premiers livres. Tous les deux ont été des best-sellers. Alors, je pense qu'ils ont... Et je sais qu'il y a des politiciens haut placés qui ont consulté des cabinets d'avocats pour essayer de me faire tomber. Mais tout ce que je dis est prouvé. Donc, ils n'ont jamais trouvé une seule faille dans mes livres. Je suis toujours là, toujours en vie. Bon, je ne suis pas dépressif, hein, si jamais il m'arrive quelque chose. Je dis ça parce qu'il y a deux personnalités récemment qui sont tombées du 8e étage en France et une autre qui en a retrouvé noyée aussi bizarrement. Bon, ça peut arriver. La suivante. Et alors ça, c'est le scoop. C'est mon nouveau livre qui sort le 2 novembre. Voilà. Alors, Virginie a eu le droit à une version dédicacée. Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, parce que vous avez le droit de savoir. Donc, là, il y a encore beaucoup d'évidence. Donc, je pense que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais au moins, il y aura la trilogie sur la gestion du Covid. La suivante. Alors, j'ai bientôt fini, mais comment restaurer une médecine de qualité? Moi, si on me mettait aux commandes, j'ai déjà, on vire les politiciens, on change de politique. Non, pas tout. Non, je voulais dire,
sauf ceux qui sont là, bien sûr. On a trouvé notre ministre de la Santé. Voilà. Donc, il faut exclure les décisions Big Pharma et tous les cabinets de conseil, interdire les lobbies. Et je disais, parce que je disais au moment du déjeuner, j'avais parcouru un livre de Philippe de Villiers, qui avait été député européen. Et dans son livre, il disait que sur la porte de son bureau au Parlement, ici à Strasbourg, il avait marqué « Interdit aux chiens et aux lobbyistes ». Donc, voilà. Il faut pourfendre les conflits d'intérêts parmi les décideurs. Alors, c'est vrai que ce qui est dramatique, c'est que c'est autorisé aux États-Unis. Moi, j'ai réalisé ça il y a des années. Aux États-Unis, vous avez le droit de toucher des millions de dollars de laboratoires et plein d'industriels. Vous avez le droit de siéger dans une commission. Du moment que vous le déclarez, c'est vrai, aux États-Unis, le pire du crime, c'est le mensonge. Tant que vous ne mentez pas, vous dites « ouais, je touche des milliards ou des millions », vous avez le droit de décider. Ça, c'est pas très correct parce que, alors normalement en Europe, c'était pas le cas, mais maintenant on s'aperçoit que c'est le cas. Il faut réembaucher les soignants à tous les niveaux, y compris ceux qui ont été honteusement suspendus. Alors, certains pays européens l'ont fait, mais pas tous. Il faut augmenter réellement le nombre des étudiants en médecine, augmenter la rémunération des soignants, médecins et paramédicaux et arrêter de fermer les lits, et notamment aux urgences. La suivante. Il faut arrêter de rembourser des médicaments hors de prix, sous-évalués, n'apportant pas de bénéfices significatifs, voire toxiques. Quand on voit les milliards d'euros ou de dollars qui ont été donnés à tous ces produits toxiques qui ne marchent pas, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Quand on dit que les médecines naturelles alternatives, c'est du charlatanisme, je veux bien, mais qu'on les évalue, parce que moi, je les utilise depuis plus de 20 ans, ça marche très bien dans certaines situations, mais malheureusement, on n'a pas le droit de les étudier. Rétablir la liberté d'exercice des médecins, rétablir la liberté et l'indépendance des médias, parce que malheureusement, les médias aujourd'hui sont totalement jugulés par l'État. Donc finalement, c'est très simple, on fait tout le contraire de ce qui a été fait depuis 25 ans. Ça ne coûtera pas plus cher que la gabegie actuelle. Donc, voilà. La suivante. Alors, voilà, c'est revenir à une médecine holistique humaniste. Donc, je voulais revenir à Hippocrate, qui était le père de la médecine, à Aristote, qui était d'ailleurs fils de médecin, qui était élève de Platon à l'Académie, même si c'est un peu opposé à Platon, parce que ce sont d'autres thématiques philosophiques. Et Aristote qui est reconnu comme le père de la biologie animale et humaine. Et je voudrais terminer une diapositive suivante par remercier nos députés courageux et intègres ici présents pour le renouveau d'une Europe démocratique. Donc Virginie, Stasis, Christine, Ivan et Rob, bravo, vous êtes fantastiques. Voilà.